nous sommes farouchement opposés donc, à ces deux concepts qui détricotent la notion de nation et qui la fragmentent en petites communautés. Nous sommes donc attachés à la nation comme fondement du politique. Et on ne peut concevoir en fait le politique sans la nation. Alors, c'est pour ça que Mathieu et moi, en fait, nous partageons un autre combat qui est celui de l'indépendance du Québec. Alors bon, maintenant que vous savez, que vous avez compris le tracteur qu'on vous a tendu, c'est-à-dire en fait, avoir en face de vous des méchants séparatistes qui vont vous dire du mal de ce beau pays qu'est le Canada, en votre charmante compagnie, eh bien on espère vous convertir tous comme vous êtes à la fin de cette rencontre à la cause de l'indépendance du Québec. Alors, blague à part, nous avons deux entités politiques, donc celle du Canada, évidemment, celle du Québec, avec des tensions entre les deux. Et nous allons sans cesse aller donc d'une entité à l'autre et essayer donc de caractériser quelles sont les tensions qui existent entre l'un et l'autre. Le Canada, évidemment, partisan donc à fond du multiculturalisme, et le Québec qui essaye de résister un peu. Je dis bien un peu parce que ensuite on vous dira que bon, même au Québec, évidemment, il y a des nuances à faire. Voilà, disons, les paramètres qui vont guider notre réflexion, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de prendre quand même un petit moment pour remercier la Maison des Associations de nous accueillir dans cette salle. Je trouve cette idée de la Maison des Associations absolument géniale, absolument formidable. Je ne sais pas qui l'a eu, mais j'en profite. Merci. C'est parfait. Donc, parce qu'en réalité, ce qui ressort de cette maison des associations, de ce concept, c'est l'idée de rencontre, c'est l'idée d'échange, c'est l'idée de l'action politique, c'est l'idée de l'agir. C'est à partir de là, eh bien, que l'on fait des citoyens. Et vous avez de la chance d'avoir des lieux comme ça, gardez-les, préservez-les. Parce que je sais que les temps sont difficiles et ils vont peut-être être encore plus difficiles. Puis bon, voilà, c'est très bien. Alors, si nous nous trouvons ici, c'est grâce aussi à l'association Femmes pour le dire et Femmes pour agir, et de sa présidente, évidemment, qui est Maudie, que je connais depuis plusieurs années déjà, et dont je suis la disciple. Alors, je suis une disciple de Maudie, pourquoi ? Parce que, d'abord, elle refuse la victimisation, elle met en avant constamment la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, c'est-à-dire on ne peut pas s'en sortir individuellement, mais collectivement. Et il y a évidemment un troisième paramètre que je partage, c'est-à-dire croire en la force, en la puissance de la culture, comme facteur d'émancipation et de réalisation. La culture étant cet espace de rencontre, cet horizon des possibles, cette possibilité du dépassement de soi. Ce qui je suis certaine est une musique donc douce aux oreilles de Brice Couturier, donc assis autour de moi, qui est donc chroniqueur bien connu à France Culture, qui a investi sa vie professionnelle donc, au service de l'éducation et de la culture, à travers un travail et des exigences donc, exemplaires. Brice est un puits de connaissances, il s'adresse constamment et toujours à notre intelligence. La question n'est pas de savoir si l'on est d'accord avec lui, la question c'est de comprendre sa construction intellectuelle, c'est-à-dire son argumentaire. Et donc aujourd'hui, il nous fait donc l'honneur de nous offrir un peu de son temps pour animer cette rencontre et se consacrer donc aux échanges. Donc c'est vraiment un ajout extrêmement précieux et Mathieu et moi, en fait, on est très touchés par cette marque de sympathie. Nous avons aussi l'immense plaisir aujourd'hui de pouvoir compter sur l'éclairage de M. Bernard Landry, qui était donc Premier ministre du Québec de 2001 à 2003. Monsieur Landry est diplômé en économie, il est diplômé aussi en droit, et il consacre une partie de son temps à la transmission à travers l'enseignement, parce qu'il est professeur invité dans plusieurs pays, dans plusieurs universités donc renommées. À ses côtés, il y a sa compagne, Chantal Renaud, qui est scénariste, comédienne, musicienne,
On dit d'elle qu'elle tire les ficelles un peu dans l'ombre. Et elle a, il y a quelques temps, donc 2 années, je pense, été l'une des personnalités, donc des 20 personnalités qui avons créé le regroupement des Jeannettes, c'est-à-dire un regroupement donc, de femmes, eh bien, pour défendre une posture républicaine de la laïcité. Tout ça pour vous dire eh bien, que ça se bagarre aussi au Québec, parce que, évidemment, il y a aussi une tendance au multiculturalisme, mais nous résistons. Nous avons l'immense bonheur aussi d'accueillir aujourd'hui Louise Baudouin, qui est une figure importante de la vie politique québécoise, donc qui a été députée pendant de nombreuses années, qui a été notre ministre des Relations internationales et qui a été aussi la déléguée générale du Québec en France. Donc c'est véritablement la femme du Québec en France, c'est une femme incontournable qui a une tendresse infinie pour la France. Et je peux vous dire que c'est l'une des farouches défendresses aussi de la France au Québec. Alors, avant de passer la parole à Monsieur Landry, permettez-moi aussi de finir sur une touche peut-être un peu plus personnelle, celle de vous remercier, toutes et tous comme vous êtes ici, chacune et chacun. Et je prends ce moment particulier parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai quand même vécu une année un peu difficile, et sans votre soutien, je n'aurais jamais survécu à toutes ces épreuves. Évidemment, vous étiez très très nombreux à m'accompagner, vous avez formé un comité de soutien international absolument extraordinaire qui m'a aidé à relever la tête à plusieurs reprises. Vous m'avez pris la main, vous m'avez montré le chemin, vous m'avez guidé, vous m'avez encouragé. Et l'une de ces figures est bien entendu Yvette Roudy, qui est pour moi un exemple qui est pour moi un modèle, qui est pour moi un exemple, et qui est pour moi aussi simplement une amie. C'est devenu une amie avec laquelle on refait le monde dans son salon, après avoir mangé un bon repas ensemble, et puis bon, vider quand même quelques... voilà, en fait, en gros, tout ce que je voulais vous dire. Je sais qu'il y a parmi nous de très nombreux présidents d'associations, de simples militants aussi, militantes et militants. J'aimerais sincèrement vous remercier pour le travail que vous faites chaque jour, à chaque instant, pour faire vivre cet idéal de la laïcité, cet idéal combien cher, pas seulement pour les Français, mais pour toutes les personnes qui ont à cœur eh bien, cet idéal. De vivre ensemble, la rencontre, le partage, ça ne peut pas se faire sans un espace commun, et c'est la laïcité qui nous l'offre. Alors merci infiniment, et je vous souhaite donc une excellente après-midi en notre compagnie. Merci. La Brice me dit, je vais faire, c'est mon rôle. Oui. Attends, ça va, ça va. Voilà. Monsieur le ministre, des conférenciers aussi formidables d'entamer leur temps de parole par une présentation qui n'est pas aussi essentielle que ce qu'ils ont à nous dire. Il n'y a pas beaucoup de Québécois dans cette salle. Mais... il y en a. Pardon? Il y en a. Un modèle de Québécois. De cœur. Des amis du Québec. Mais il y a seulement des centaines de milliers de personnes au Québec qui seraient jalouses et jaloux de ne pas être ici. C'est une rencontre fantastique. Mathieu, de votre côté, il fait
la une du Figaro Magazine aujourd'hui. Et on nous le présente, et c'est tout à fait justifié, comme le Finkielkraut du Québec. Jamila, elle, faisait, il y a peu de temps, la une du Devoir. Qu'est-ce que c'est le Devoir? Le Devoir, c'est l'équivalent à peu près du monde que vous avez ici, c'est un journal de grande noblesse et d'une grande qualité. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? À la une, merci Jamila Benhabité. Tout au long de cet injustifiable procès, tu as été admirable et impressionnante. Les adversaires de la laïcité auraient tant souhaité que tu regrettes, que tu t'excuses, que tu baisses le regard, en un mot, que tu t'aplatisses. C'est le contraire de ta nature. Je le sais. Et je vais vous répéter ce qui au Québec est devenu une banalité, parce que je le dis souvent. Les patronymes québécois ressemblent plutôt à la série que vous allez trouver en Normandie et en Bretagne. Mais, maintenant, il y a dans ces patronymes extraordinaires un qui est devenu célèbre, et c'est Benhabité. Cette personne joue un rôle déterminant dans la patrie qu'elle a adoptée, et déterminant par son discours et par son exemple. Nous recevons quand même 50 000 immigrants par année. Pour un peuple de 8 millions d'habitants, c'est plus qu'à peu près partout ailleurs. Et il faut évidemment procéder à cette opération pratique et humaniste qui est l'intégration. Et de ce point de vue, Jamila est un modèle extraordinaire. Elle est devenue une grande Québécoise. Elle milite pour la laïcité, qui est un problème qui se retrouve un peu partout dans le monde, et au Québec en particulier. Et comme Mathieu Bock-Côté, elle milite pour l'indépendance du Québec. Et lui aussi, pourquoi? D'abord parce que c'est lié au sujet d'aujourd'hui. Le multiculturalisme est une espèce de doctrine perverse dont les premières victimes sont les immigrants et les immigrantes. On les pousse au communautarisme, à la non-intégration, à essayer de reconstituer la culture de leur ancienne patrie dans la nouvelle, ce qui nuit à tout le monde. C'est ce sujet qui sera abordé aujourd'hui, et de ce point de vue-là, le Canada a joué un rôle néfaste et presque déshonorant. La Constitution du Canada inclut dans ses principes le multiculturalisme. C'est le seul pays au monde qui a fait ça. Et les pays qui l'ont pratiqué sans l'inscrire dans leur Constitution sont en repentance aujourd'hui. La Grande-Bretagne, même l'Allemagne et beaucoup d'autres. C'est une doctrine dont il faut se méfier profondément. Accueillir les hommes et les femmes qui viennent du monde entier et vivre avec nous, oui, en leur rappelant que quand on change de pays, on change de pays. Voilà. Comme tu l'as fait d'une façon formidable et admirable. Alors, le fait que les deux personnes qui nous parlent aujourd'hui sont des indépendantistes québécois n'est pas un hasard. Le Canada nous nuit dans l'intégration et l'accueil des immigrants. Et c'est un combat qui est à mener. L'épilogue de l'aventure québécoise n'est pas encore réalisé, mais cette nation progressiste d'une économie assez reluisante, qui en plus répartit bien la richesse mieux que partout en Amérique du Nord. Et si nous sommes dans les 30 premières nations sur le plan économique, si on ajoutait la culture dans les critères, on monterait dans les 5 premiers. Des fois, je vais parler à nos compatriotes ontariens, là, qui sont des fois sympathiques, des fois ils sont moins. C'est nos anciens colonisateurs, n'est-ce pas? Quand on leur dit que notre économie a dépassé la leur, ils nous regardent avec un regard
attristés. Et quand je leur parle de culture, je leur dis toujours, avez-vous Céline Dion? Alors l'aventure québécoise, ce n'est pas bien. Et elle ne peut se terminer que dans la dignité et la justice, c'est-à-dire que le Québec soit présent national. Il y a d'ailleurs de certaines nations qui l'attendent parce qu'ils ont un peu la même culture, la même sociologie que nous, et ils veulent que nous allions ajouter notre vote au leur dans les décisions des Nations Unies. Alors, c'est fantastique d'avoir ces deux personnes ce soir. J'espère que, oui, un des meilleurs journalistes du Québec, il est dans la salle et il travaille à Paris, correspondant du journal Le Devoir à Paris, M. Christian. Alors, je ne vais pas influencer de façon injuste de la presse, mais j'espère que tout ça sera bien rapporté dans le Devoir. Alors, merci encore à nos deux vedettes. Nous sortirons de cette salle avec une connaissance plus profonde de la problématique, une des problématiques importantes du monde contemporain. À vous la parole. Écoutez, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter les deux intervenants, parce que vous ne les connaissez pas tous familièrement. Djemila Benhabib, je l'ai découverte à l'occasion de la sortie de son premier livre qui s'appelait Ma vie à contre-courant, qui date donc de 2009. J'en avais dit un mot à France Culture à l'époque à propos de... J'étais arrivé à noyer son livre dans une chronique plus large sur les gens qui sortent de l'islam, parce qu'on essaie de les y contraindre, de les y enfermer en raison de leur nom, en raison de leur origine. Et j'avais trouvé qu'il y avait en Allemagne, aux Pays-Bas et en France dorénavant des associations d'ex-musulmans qui faisaient l'objet de persécutions dans nos pays à nous. C'est incroyable de penser que dans nos pays libéraux à nous, certains de mes amis doivent se cacher, me donnent des rendez-vous clandestins parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils s'appellent Mohamed et qu'ils ne sont plus musulmans précisément, et qui sont donc l'objet de menaces et parfois de violences physiques de la part d'islamistes qui leur interdisent cette sortie de religion. Donc j'avais découvert le livre de Djemila avec énormément d'intérêt parce qu'elle est passionnante. Ensuite, elle nous en a envoyé un autre que nous aurions dû prendre plus au sérieux encore, qui était les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, où elle nous avertissait, préfacé par Yvette Roudy, dans lequel elle nous avertissait de ce qui nous attendait. Ce qui me paraît le plus intéressant dans la démarche de Djemila Benhabib, c'est que donc c'est quelqu'un qui est d'une origine de la gauche progressiste algérienne. Son père, que je connais, est un brillant intellectuel algérien, progressiste, je crois un peu communiste, hein, on peut le dire. On peut le dire. Et c'est une famille qui a dû fuir en 1994, c'est ça? En 1994, parce qu'ils étaient menacés de mort, comme énormément d'intellectuels progressistes algériens. N'oublions pas que 132, je crois, journalistes algériens ont été assassinés par le fils. Et elle nous mettait en garde en nous disant ce que nous avons connu en Algérie, ça a commencé très lentement, très doucement, à bas bruit, et progressivement on a eu combien, 200 000 morts à peu près, hein, une guerre civile effroyable. Donc vous en France, ça commence tout doucement aussi, à bas bruit, et vous verrez la suite. De tous les pays, parce que les deux attentats de Charlie Hebdo, elle était l'amie personnelle de Charles, et du Bataclan et des cafés du 11e avaient eu lieu entre-temps, et donc ce qu'elle nous disait, les avertissements qu'elle nous lançait, eh bien cette fois-ci nous les avions sous les yeux. C'était plus une rumeur, c'était plus un avertissement sans frais, c'était dorénavant une guerre effectivement déclarée. Djemila fustige l'alliance, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que en tant que progressiste... Son serment de citoyenneté au Canada en ICAP. Elle ne veut pas, ne serait-ce que quelques instants, au moment de prêter son serment de citoyenneté, se dévoiler de quelque façon que ce soit. Elle ne veut pas, à aucun moment, je dirais, faire ce petit sacrifice symbolique qui consiste, au moment où elle entre dans un pays officiellement, elle ne veut pas s'exposer des traits de quelque manière que ce soit. On est véritablement dans une logique de moi, ce que j'appelle l'exhibitionnisme identitaire propre à l'islamisme, c'est-à-dire l'islamisme
exige une visibilité maximale d'un certain islam rigoriste pour marquer sa présence dans l'espace public et ne jamais reculer de quelque manière que ce soit. C'est lui qui définit les termes de son acceptation sociale, c'est lui qui définit les termes de son intégration. Quoi qu'il en soit, Mme Zunera-Ishaq veut faire son serment de citoyenneté en niqab. Naturellement, les tribunaux canadiens lui donnent raison. On a le droit de l'homme. Et s'il y a certains hommes politiques qui s'y opposent, celui qui est devenu premier ministre entre-temps, Justin Trudeau, appuie, célèbre cette reconnaissance, il y voit un droit. C'est-à-dire, Justin Trudeau considère que, et c'est dans le droit canadien, mais c'est aussi dans le discours public canadien, que prêter son serment de citoyenneté en niqab est une manifestation de l'esprit d'acceptation des Canadiens. Et quand on a eu le débat sur les niqabs pendant la campagne électorale de 2015, dans plusieurs journaux canadiens anglais, mais ailleurs aussi, on a même dit, d'une certaine manière, le niqab est un symbole canadien par excellence. Pourquoi? Parce que, puisque la majorité de la population, parce qu'une fois que c'est dit, il y a des institutions canadiennes, mais il y a le commun des mortels qui n'est pas plus fou qu'ailleurs, environ 80% des gens s'opposaient à ça. Même à l'extérieur du Québec, là, à Toronto, c'est quand même, il y avait l'opposition à ça. Eh bien, le discours public était, c'est justement parce que ce symbole est rejeté que nous devons le chérir. Car comment pourrions-nous accepter que la majorité définisse ainsi les droits des minorités? Il y a cette idée d'une forme de tyrannie de la majorité à partout briser, cette majorité qui est par définition tyrannique. Donc, il me reste environ 3 minutes et quart. Formidable. Faut pas me dire comment les jeux, cela dit. On se reparle jusqu'à demain matin. Alors, il y a dans le multiculturalisme canadien, on voit, avec cette scène-là, on voit le niqab, qui est vu, c'est justement parce qu'il est rejeté que ce symbole est chéri, parce que c'est la preuve de notre capacité à accepter l'autre, même lorsqu'il nous dérange. Dans cette logique, on a vu, Mme Zunera-Ishaq, on a vu la première ministre de l'Ontario, mais aussi une députée de l'Ontario, qui est la plus grande province au Canada, enfin la plus peuplée, c'est vu historiquement comme le cœur du pays. Kathleen Vine, donc, a félicité Mme Ishaq en y voyant un symbole de citoyenneté. Et une députée du parti au pouvoir a elle-même félicité de la même manière Zunera-Ishaq en disant « Vous êtes un symbole d'intégration, nous vous en félicitons ». Deuxième exemple, Kathleen Vine aussi, Premier ministre de l'Ontario, mais aussi des ministres du gouvernement fédéral et la première ministre de l'Alberta, la province, ce qu'on pourrait appeler la pétromonarchie canadienne. Rachel Notley fait un message donc, pour célébrer la fin du Ramadan. Très bien, à la rigueur, on peut dire qu'il est bien de célébrer les fêtes communautaires des uns et des autres. Elle enregistre cette vidéo, sauf que Mme Notley, qui est aussi musulmane que moi, c'est-à-dire pas du tout, enregistre son vidéo avec un voile. Elle porte le voile pour envoyer un signal de « voyez jusqu'où ce que nous acceptons au Canada ». Alors, il y a un double message là-dedans. Premièrement, il y a cette idée que, effectivement, nous allons prendre les mœurs de celui qui arrive pour prouver que nous l'embrassons. Et deuxièmement, une bonne musulmane est une musulmane voilée. On aurait pu croire que la première ministre dit effectivement, nous reconnaissons parfaitement les musulmans le droit de pratiquer leur religion, mais le symbole que nous envoyons comme société, ce n'est pas qu'une bonne musulmane est une musulmane voilée. On ne veut pas prescrire le voile. Hein? C'est fascinant l'Occident de ce point de vue. Non seulement on refuse de prescrire le voile, mais on prescrit le voile même quelquefois. Et c'est notre classe politique. C'est dans le même esprit d'ailleurs que la première ministre de l'Ontario elle-même a pris une photo avec une série de femmes en niqab, parmi celles-là, Zunera-Ishaq dont je vous parlais, et elle-même portait le voile. Et ça semble être une nouvelle habitude chez les représentants du gouvernement canadien que, dans différentes circonstances, d'adopter les mœurs de celui qui arrive pour lui envoyer le signal de jusqu'où nous poussons l'ouverture. Alors, je termine bientôt, mais sinon, je me permets quelques réflexions supplémentaires là-dessus. Autre exemple, c'est un débat qui date d'il y a quelques années autour du gouvernement conservateur, donc le gouvernement pré-Trudeau, de l'esprit des libéraux, probablement le gouvernement préhistorique. Le gouvernement conservateur avait préparé un guide de citoyenneté canadienne où on dénonçait notamment les pratiques barbares comme les crimes d'honneur et ainsi de suite. Et Justin Trudeau avait dénoncé ce guide en disant qu'il faisait preuve d'ethnocentrisme. La notion, alors je n'ai aucun doute que Justin Trudeau n'aime pas les crimes barbares. Justin Trudeau a beaucoup de défauts, mais c'est pas un monstre. Cela dit, la notion de crime barbare le heurtait parce qu'il y voyait quelque chose comme la manifestation d'un esprit ethnocentrique occidental. Alors,
Tout cela pour dire que le régime canadien, au-delà même de la question québécoise, qui est évidemment une question fondamentale, vous l'aurez compris, mais puisque nous sommes dans le genre de qualité, je n'ai aucun doute que vous êtes tous favorables à l'indépendance du Québec, mais au-delà de la question du Québec, il y a le fait que le Canada se présente aujourd'hui à travers le monde comme un laboratoire diversitaire. Or, le droit canadien et la politique canadienne consistent dans les faits à banaliser les symboles de l'islamisme le plus radical au nom de l'ouverture à l'autre. L'islam radical est parvenu au Canada d'une certaine manière à instrumentaliser la rhétorique des droits de l'homme. Et on nous dit qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Eh bien, l'islam radical est parvenu à nous faire croire qu'il est le grand autre majusculaire. Et s'ouvrir à l'autre, ça veut donc dire s'aplatir devant l'islam radical. Et on a cette singularité canadienne, autrement dit, d'un pays, c'est la formule de Justin Trudeau dans le New York Times, il nous dit qu'il n'y a pas de core culture chez nous, il n'y a pas de noyau culturel, il n'y a pas de culture de convergence, il n'y a que la diversité. Et de ce point de vue, on voit conséquemment, quand on regarde comment fonctionne le régime canadien, comment fonctionne la Constitution canadienne, qu'on est devant une machine qui sert à banaliser, je l'ai dit, des accommodements absolument déraisonnables, et ensuite à faire la morale aux autres pays du monde, à les morigéner pour leur dire qu'ils ne sont pas assez ouverts parce qu'ils ne suivent pas le phare canadien. De ce point de vue, un tout dernier mot sur le Québec. Les Québécois ont ce privilège singulier d'être les seuls à savoir au fond d'eux-mêmes que le Canada n'est pas un paradis. À travers le monde, on peine à nous croire et pourtant nous le savons au fond de nous-mêmes. Je dirais toutefois une chose me semble certaine, le multiculturalisme doit être certainement critiqué au nom d'un idéal de laïcité. De ce point de vue, ce serait la seule nuance que je ferais par rapport à la très généreuse présentation de Brice a fait de moi. La laïcité, je l'embrasse. Évidemment, la laïcité me semble être un principe fondateur de la démocratie libérale. La laïcité permet de transcender les communautaristes et de créer un espace où l'individu peut se dégager de toute forme de communautarisme qui l'étoufferait en le transformant simplement en quota ou en échantillon d'un groupe. Mais la laïcité, aussi fondamentale soit-elle, doit s'ancrer dans une culture et une histoire et une nation. Et c'est là que le mot conservateur, je le porte sans problème. Qu'est-ce que le conservatisme, de mon point de vue? Ce n'est rien d'autre qu'une prise en considération de la culture particulière de chaque pays. C'est une attention particulière portée à la singularité de chaque peuple. La France, on dit quelquefois, la France, liberté, égalité, fraternité, ou démocratie libérale, état de droit, tout ça. Si on se contente de définir un pays par ses grandes valeurs universelles, eh bien, la France, de ce point de vue, c'est la même chose que la Nouvelle-Zélande, ou la Suède, ou les Pays-Bas, c'est-à-dire les grands principes de la modernité libérale occidentale sont à peu près les mêmes partout. Ce qu'il faut nommer ensuite, c'est la singularité de chaque pays, ce sont les mœurs, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la langue. Ce que nous cherchons à nommer, plus ou moins adroitement à travers le mot identité, c'est l'identité d'un pays. Et de ce point de vue, si on doit critiquer le multiculturalisme au nom d'un idéal de laïcité, on doit aussi le critiquer au nom de l'idéal de la nation, qui est l'autre nom de destin partagé, d'une communauté d'histoire inscrite dans la durée. De ce point de vue, peut-être est-ce l'apport québécois au débat sur le multiculturalisme. Rappelez qu'on ne le critiquera pas simplement à partir d'un universalisme quelquefois désincarné, mais aussi à partir d'une expérience historique partagée qui rend possible véritablement le lien politique. Je vous remercie. Une forme de racisme. Si vous vous appelez Benhabib, vous devez porter un voile. Et la preuve de ma tolérance, c'est que je vous obligerai à porter un voile, du reste. Ce qui est bien entendu contradictoire avec les idéaux qui sont les nôtres, je crois partager, ceux des Lumières, à savoir que les individus doivent pouvoir s'arracher, s'ils en ont envie, à ce qui les détermine, à ce qui les contraint, à ce qui les enferme, et que je ne vois pas comment une gauche progressiste, encore une fois, qui se revendique de ces mêmes lumières, peut aujourd'hui vous imposer, au nom de ce qu'elle croit savoir de l'islam, des comportements qui seraient ceux de votre communauté, et non pas ceux de la communauté nationale dans son ensemble. Premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure, à l'instant, Mathieu venait de dire quelque chose sur le fait que dans son pays, au Canada, ou plutôt, excuse-moi Mathieu, au Québec, les islamistes s'infiltrent à travers une législation extraordinairement libérale, extraordinairement ouverte, pour faire avancer leurs pions. C'est exactement ce que j'ai lu dans les livres de Jemila Benhabib. Je me souviens qu'il y a un de tes livres où tu dis
Les islamistes, dans la démocratie, se comportent comme des petites souris, et aussitôt qu'ils ont pris le pouvoir, ils se comportent comme des pieuvres. C'est une jolie image. À toi, Jemila. Merci infiniment. Alors, ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche? Oui, ça marche. Alors, la beauté de discourir après Mathieu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de conversion à faire. Tout le monde est converti. Ne serait-ce à cette idée centrale que le multiculturalisme en soi est néfaste et que ce concept d'accommodement raisonnable est en soi non raisonnable, en fait déraisonnable. Et en réalité, ce que je vais essayer de démontrer avec vous, c'est tout ce qu'on ne dit pas autour de ces deux concepts. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de non-dits. D'abord, autour du multiculturalisme. Alors, on a le sentiment, l'impression que le multiculturalisme, en réalité, c'est le cosmopolitisme. Mais ce n'est pas du tout ça, le multiculturalisme. Parce que le cosmopolitisme, en fait, c'est la rencontre, c'est l'interaction, c'est le dépassement de soi pour aller vers l'autre. Ce qui n'est absolument pas le cas du multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est précisément ériger des murs entre des communautés d'appartenance d'origine. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu et on meurt dans ce même milieu-là. Donc, fondamentalement, nous sommes dans une philosophie qui est anti-lumière. Ce que nous apporte l'idée fondamentale de lumière, c'est cette possibilité de se soustraire de son origine. À travers quoi? À travers l'éducation, la connaissance et la culture. C'est le mérite. C'est l'horizon du dépassement, qui n'existe pas dans une philosophie du multiculturalisme. Alors, je voulais vraiment faire cette distinction, parce que ce qu'on prône, ce n'est certainement pas la monoculture. Ce que l'on prône, ce n'est certainement pas la fragmentation, absolument pas. C'est précisément cette possibilité de mélange, cette possibilité de métissage et cette possibilité de rencontre qui nous est interdite avec le multiculturalisme. Une fois donc cette distinction faite entre le multiculturalisme et le cosmopolitisme, j'ajouterais que le grand sous-entendu en réalité du multiculturalisme, c'est de nous dire, c'est de venir en fait en opposition. C'est une philosophie qui s'inscrit en opposition avec quoi? Avec l'universalisme. L'universalisme des Lumières, qui nous dit précisément que forcément, la majorité est tyrannique. Et forcément, donc, la République, c'est une forme d'uniformisation de l'ensemble. Donc, où l'individu ne peut pas émerger, où l'individu ne peut pas s'émanciper. Et donc, le multiculturalisme a la prétention de venir et d'offrir à cet individu, eh bien, son émancipation. Parce que, précisément, il ne l'enferme pas dans une uniformisation. Eh bien, la prémisse de départ, elle est totalement fausse. Elle est fausse parce que, en réalité, le multiculturalisme occasionne des dérives et reconnaît des dérives. C'est ça le point central de la philosophie du multiculturalisme, c'est-à-dire qu'il fait de la reconnaissance, y compris de l'extrémisme religieux, une normalisation. C'est-à-dire qu'il le reconnaît comme une identité. Il reconnaît l'ensemble des dérives identitaires. J'ajouterai un autre concept, en fait deux concepts, qui sont les suivants, celui d'identité inclusive et celui d'identité exclusive. Alors oui, il y a des identités qui sont inclusives et il y a des identités qui sont exclusives. Les identités exclusives, ce sont celles qui font de leur existence un préalable à la rencontre vers l'autre. Ben, je vous donne un exemple. Mettons, si vous êtes invité à un souper et que bon, ben, vous êtes un rigoriste, disons, musulman, vous allez imposer vos critères à votre hôte. Donc vous allez lui dire, moi je ne souhaite pas qu'il y ait
impose les critères de la rencontre. Et si en fait l'autre ne se plie pas à ces exigences, la rencontre n'a pas lieu. Donc, vous voyez à travers un exemple qui est très simple à quel point le multiculturalisme eh bien, favorise et profite aux extrêmes. On est constamment à écouter les plus extrémistes, les postures les plus extrémistes, et jamais les postures les plus modérées, les plus raisonnables. Ce concept-là d'accommodement raisonnable, il a l'air sympathique, parce que franchement, au fond, il est une addition de deux mots qui sont sympas. Ben oui, accommodement et raisonnable, on a envie d'y adhérer. Mais l'addition de deux mots ne fait pas en soi un concept, disons, favorable à la rencontre. Et c'est peut-être ça qui est le point de l'ambiguïté, c'est-à-dire que l'accommodement raisonnable favorise constamment une posture extrémiste. C'est-à-dire quand vous êtes un extrémiste et que vous avez des demandes, quelles que soient les demandes, ce que nous dit en fait la loi canadienne et même la loi québécoise, c'est que on vous tend l'oreille, on vous tend la main, faisant le pari que vous allez vous intégrer. Alors que le but d'un intégriste, le but de l'ensemble des intégrismes, ce n'est pas l'intégration, ce n'est pas la rencontre, ce n'est pas le partage, c'est précisément pouvoir faire de l'entrisme, c'est précisément pouvoir influencer et c'est précisément essayer de définir une norme. Donc la norme devient l'extrémisme. Et donc vous voyez que ça commence à devenir quand même dangereux, c'est embêtant, parce que si la norme devient l'extrémisme, eh bien ça veut dire que moi qui suis de culture musulmane, qui n'est pas vraiment catholique, enfin catholique dans le sens, enfin vous l'avez compris, c'est-à-dire je suis vraiment limite quoi. Eh bien, voilà, alors là, finalement, moi vous mettez dans quelle case? Parce que là, ça commence à devenir compliqué. Donc, en réalité, la seule case qui m'est offerte et la seule case qui m'est permise, c'est celle définie par l'extrémisme musulman. Parce que c'est la norme sociale. Et donc, moi, je suis perçue à partir de cette norme, évidemment, comme une méchante radicale. J'espère que je ne vous fais pas peur. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette notion d'accommodement raisonnable, de multiculturalisme, c'est de voir quelles sont les résistances. Qui résiste? Et pourquoi on résiste et en fonction de quoi? Alors, celles qui résistent, disons, d'une façon forte, au Québec, ce sont les femmes, à l'égard de ce concept d'accommodement raisonnable. Parce qu'il vient heurter de plein fouet les luttes collectives, nos acquis. Vous savez, il y a à peine 40 ans, eh bien, les Québécoises n'avaient pas les possibilités que l'on a aujourd'hui, celles y compris de s'inscrire à Polytechnique, par exemple, celles de fréquenter les grandes universités, celles y compris d'avoir un compte bancaire séparé de celui de son mari, celles de louer tout simplement un logement. Donc vous voyez, il y a des acquis qui sont extrêmement précieux. Et c'est peut-être la beauté de la démocratie en ce sens que la démocratie, c'est jamais acquis. C'est fragile. Et ça nous pousse en fait à sortir de notre paresse. Ça nous pousse à être constamment aux aguets. Donc la démocratie, c'est pas fait pour des paresseux. Et la démocratie, c'est fait pour des gens qui sont capables, à tout moment, à chaque instant, de décrypter et de mettre en lumière quels sont les enjeux. Parce que les enjeux changent évidemment d'une époque à l'autre. Voilà quelques années, eh bien les blocages à l'égard de l'émancipation des femmes, c'était l'Église catholique. Aujourd'hui, ceux qui se mettent, disons, ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues, c'est précisément les extrémismes religieux. Ce sont toutes ces postures extrémistes religieuses qui sont normalisées par le système canadien et qui nous disent c'est bien de les reconnaître, c'est bien de les normaliser. Parce que regardez comme on est ouvert et regardez comme on est tolérant,
se définit constamment en opposition, évidemment, au modèle républicain français, qui lui est un modèle, comme vous le savez, tyrannique. Donc forcément, nous, on est ouvert. Et donc, intuitivement, les femmes résistent à ce concept-là des accommodements religieux parce qu'elles ont compris, parce qu'elles sentent qu'il y a des reculs, parce qu'elles voient qu'il y a des dangers, eh bien, qui nous guettent. Parce que les reculs peuvent être importants. Et nous en avons des reculs. Nous vivons actuellement des reculs. Ne serait-ce que, par exemple, par rapport à ce grand acquis que nous pensions, disons, abouti, qui est celui de la déconfessionnalisation des écoles. Donc, voilà quelque temps, les écoles au Québec étaient confessionnalisées. C'est-à-dire, il y avait donc un référent religieux, catholique et protestant. On est sorti de là. Maintenant, la référence est devenue linguistique, c'est-à-dire la dichotomie entre les commissions francophones et les commissions anglophones. Or, c'est vrai qu'on a sorti les symboles de la majorité catholique de l'école. C'est vrai que ces symboles-là sont interdits, qu'il n'y a plus de crucifix, et ainsi de suite. Mais l'on accepte les symboles des minorités. On les accepte. Les enfants les portent. Dans les écoles publiques québécoises, des petites filles portent le voile. Que le multiculturalisme, que cette notion des accommodements religieux est une notion excessivement néfaste, disons, à l'émancipation humaine, à l'interaction, au métissage, à l'accueil des gens qui viennent d'ailleurs comme moi. Vous savez, moi, mon identité, elle est de fait complexe. Il n'y a pas de case pour moi, on va me caser où? Bon, alors c'est un peu compliqué, c'est vrai, je suis en Ukraine, ma mère est chypriote grecque, mon père est algérien, je suis un peu français, je suis un peu algérienne. Bon, alors, c'est quoi le tiroir? Quel est le tiroir? En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que, précisément, le multiculturalisme nous refuse ces métissages-là. Et là où le métissage est possible, c'est en République. Là où le métissage est possible, c'est quand on arrive à dépasser son propre horizon pour créer un horizon commun, pour converger vers le commun. Et le rôle du politique, c'est précisément eh bien, de créer du commun. Or, aujourd'hui, nous vivons un vide. Ce vide-là, c'est notre incapacité à créer un projet commun, un projet collectif. Vous voyez à quel point nous avons de la difficulté en raison d'émergence de nouveaux acteurs politiques, des extrêmes. Donc, tous les extrêmes, il ne s'agit pas de les renvoyer dos à dos, mais il s'agit de comprendre le fonctionnement des extrêmes pour savoir comment les combattre. Donc, certes, il y a l'extrémisme musulman, mais il y a aussi l'ensemble des autres extrêmes eh bien, qui se profilent à l'horizon parce que, évidemment, l'un pousse l'autre et l'un fait de la place à l'autre. Et donc, vous voyez que dans une société multiculturaliste où le commun n'existe plus, il est difficile eh bien, d'inventer ce liant. Et ce liant, c'est précisément la communauté politique qui est la nation. Donc le référent principal du politique doit être la nation. Et bon, je pense que je vais m'arrêter là pour qu'il y ait quand même un débat, c'est pas un monologue. Bon, maintenant qu'on a converti, Mathieu, toi et moi, tout le monde, bon ben voilà, la révolution commence ici. Voilà, je sais pas, on l'a fait cette révolution, voilà. Avec une majuscule. Voilà, ok.